tu préconises depuis de nombreuses années ce qu'on appelle la méditation de pleine conscience. Est-ce que tu peux m'expliquer, déjà à moi, ce que c'est précisément que l'idée de pleine conscience, que cette méditation de pleine conscience? Et puis j'ai une deuxième question annexe. Est-ce qu'on peut méditer à la wild? C'est-à-dire, tiens, je vais m'installer dans un coin, je vais méditer. Par exemple, moi, tout à l'heure, je suis allé m'allonger dans le gîte de Laurence et j'ai dit, tiens, je vais méditer un peu, mais j'ai médité sans règles. Ou est-ce qu'il y a un cadre de méditation qu'il faut respecter, des process? La méditation de pleine conscience, c'est quelque chose que tout le monde peut pratiquer. Et on va le faire ensemble maintenant. Je vais m'arrêter de parler et je vous propose de simplement prendre conscience de cet instant, tout ce qui compose cet instant. Le bruit de la pluie, les sensations de votre corps, tout ce qui passe à votre esprit, les idées, les images, sans chercher à rien changer, juste vous dire, voilà, prends conscience de ce que tu es en train de vivre à cet instant. Alors, moi, personnellement, je peux rester 1 heure, comme ça, respirer, écouter la pluie. Ça ressemble un peu à une minute de silence. Ouais, avec peut-être des intentions différentes ou peut-être pas. Ça commence comme ça, c'est-à-dire on s'arrête et on se détache de toute forme d'action ou de distraction et on se contente juste d'être là. Des gouttes d'eau qui me tombent dessus, j'en prends conscience, d'être là, présent à tout ce qui nous arrive. Donc ça, c'est les rudiments, puisque tu posais la question des états spontanés. Il y a plein de moments dans nos vies où on entre dans quelque chose qui ressemble aux états méditatifs. Quand on est face à un feu de cheminée, vous installez face à un feu de cheminée, et votre attention est captée par le mouvement des flammes, vos émotions sont apaisées par toute cette lenteur, cette infinie variété de ce que vous avez sous les yeux. Même chose par rapport au fait de contempler un paysage, notamment les paysages en mouvement, comme les vagues de l'océan ou les grands arbres qui remuent dans le vent. Donc on a plein de moments comme ça où on est spontanément, naturellement, en pleine conscience. L'enjeu de la méditation de pleine conscience, c'est d'être capable d'autoproduire ces instants, même si on n'a pas de cheminée sous les yeux, même si on n'a pas d'océan ou de grands arbres ou de paysages à contempler. D'être capable de se mettre dans un coin, là, sur une chaise, dans un coin de salle, même quand il y a du bruit du monde autour de nous, et se dire, OK, pose-toi, recentre-toi, ressens ta respiration, ton corps, écoute la pluie, écoute la rumeur tout autour de toi et regarde ce qui se passe pour toi dans ces moments-là. Ça, c'est comme la marche à pied. La marche à pied, c'est un truc simplissime qu'on sait tous faire et qui nous fait un bien de dingue. On sait que les personnes qui marchent régulièrement, tous les jours, 1/2 heure, 3/4 d'heure, qui prennent plaisir à ça, qui font pas ça en se disant « Ah, j'aimerais mieux être sur mon canapé » ou qui font pas ça en écoutant de la musique très fort à fond, mais qui font ça tranquillement, en pleine conscience, eh bien, ça a des tas de vertus sur leur santé, l'ensemble des variables de santé, le corps et l'esprit. Mais la méditation, c'est pareil, c'est un truc ultra simple. Je m'arrête,
j'arrête de faire des choses, j'arrête les actions, j'arrête de me détourner de moi-même, j'arrête les distractions, les écrans, les séries télé, tous ces trucs-là. Et plusieurs fois dans la journée, je me dis, OK, pose-toi un peu dans ce moment de ta vie. Ce qui est dramatique, c'est qu'on le fait de moins en moins. Les anciens appelaient ça la contemplation. La vie contemplative, c'est tous ces instants. Alors les moines et les nonnes pratiquaient ça dans leur monastère, mais tout le monde avait des instants de vie contemplative. À l'époque où il n'y avait pas d'écran, pas de trucs comme ça, quand on avait rendez-vous avec un ami, on était en avance ou il était en retard, on s'asseyait, puis on regardait passer les gens, on regardait passer les nuages. Et c'était un peu contraint parfois, mais on apprenait à se poser. Aujourd'hui, ces espaces d'ouverture au monde et d'ouverture à nous-mêmes qui nous étaient autrefois offerts à nos corps et à nos cerveaux par nos modes de vie sont en train de disparaître. Et ce n'est pas un hasard. Et je terminerai là. Tu as vu que je fais des réponses extrêmement longues, donc il faut se méfier. Sont très bien tes réponses. Ce n'est pas un hasard si la méditation est à la mode. La méditation, c'est un vieux truc. Ça fait 2 millénaires et demi qu'on médite, que les humains méditent, qu'on met au point des techniques, etc. Mais là, aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est devenu un phénomène, un petit peu vraiment l'expansion de la méditation dans les sociétés civiles, pas seulement dans les monastères ou dans les lieux de spiritualité, est un vrai phénomène et qui est concomitant à la digitalisation de nos vies. Et moi, donc, ce n'est pas une preuve scientifique. Ce n'est pas parce que la courbe des études scientifiques publiées sur la méditation et la courbe des ventes de téléphones portables sont exactement superposables après année. Enfin, c'est frappant. Ce n'est pas une preuve. Ça ne veut pas dire qu'il y a un lien de causalité, que c'est l'un qui a provoqué l'autre, mais en tout cas, il y a une concomitance qui doit attirer notre attention et se dire peut-être que ce n'est pas un hasard si tant de gens viennent à la méditation parce que ça nous manque dans nos vies quotidiennes. C'est comme l'activité physique. Je vous parlais de la marche. Pourquoi les médecins et les soignants en général recommandent tant de bouger nos corps, de remuer nos corps? C'est parce qu'on est trop sédentaire. On exerce presque toutes et tous des professions trop sédentaires, où on ne se lève pas assez, où on ne bouge pas assez. Prescrire de l'activité physique à nos ancêtres, qui étaient laboureurs, bûcherons, forgerons, fermiers, voilà, ça n'avait pas de sens. Tu peux nous expliquer pourquoi, selon toi, il y a une épidémie de narcissisme? Oui, ce qu'on appelle le narcissisme ou la personnalité narcissique, c'est l'excès d'estime de soi, en tout cas d'une mauvaise estime de soi, d'une estime de soi insatisfaisante. Je vous parlais tout à l'heure des gens qui ont une mésestime d'eux-mêmes, qui ne s'estiment pas assez, qui ne s'aiment pas assez, qui ne se respectent pas assez, donc qui n'osent pas demander d'aide, qui n'osent pas exprimer leur point de vue, qui n'osent pas dire non quand ils sont épuisés, quand ils ne peuvent pas, quand ils ne savent pas. Ils sont très embêtés à l'idée de dire non. Mais il y a aussi l'inverse. Il y a des personnes qui semblent dotées d'une confiance en elles infinie, qui considèrent qu'elles ont beaucoup de valeur, et on les repère assez vite. Dans les conversations, elles ont tendance à monopoliser un peu la parole, et quand elles ne comprennent pas pourquoi on ne les laisse pas parler plus longtemps que les autres, pourquoi dans les files d'attente, elles n'auraient pas le droit de doubler tout le monde parce que leur temps est plus précieux, ou de rouler plus vite sur autoroute parce qu'elles ont une bonne bagnole avec des bons freins, pas une vieille guimbarde pourrie là, comme l'autre qui conduit mal. En plus, moi je conduis bien, j'ai une super voiture, pourquoi on limite ma vitesse à 130? On m'emmerde finalement. Voilà, tout ça, c'est le narcissisme. Alors, en réalité, mais ça c'est un autre sujet, les personnalités narcissiques ne sont pas si sécurisées que ça par rapport à l'estime de soi. Ce sont des gens qui ont trop besoin de prouver leur valeur aux autres et trop besoin de cela prouver pour qu'on les croise sincèrement. Une bonne estime de soi, c'est un peu ce que je développe dans mon dernier bouquin, n'a pas besoin de parader, n'a pas besoin de prouver. Voilà, c'est une estime de soi silencieuse. C'est plus on est centré sur soi, plus ça veut dire que l'estime de soi n'est pas encore au point. Quand vous arrivez dans un groupe et que toutes vos pensées sont centrées sur vous, que vous vous dites qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, est-ce que je vais dire des choses intéressantes, est-ce que je vais être à la hauteur, ça veut dire que vous n'y êtes pas encore, que nous n'y sommes pas encore. Si par contre les pensées sont centrées sur les autres,
qu'est-ce qu'ils vont pouvoir m'apprendre d'intéressant? Tiens, voilà, quelles questions je vais pouvoir leur poser? Qu'est-ce que je vais pouvoir manger de bon? Qu'est-ce que je vais pouvoir voir de beau? Là, ça veut dire que on est dans un état de sécurité intérieure avec soi-même qui fait qu'on n'a plus besoin de prouver, plus besoin de bomber le torse, plus besoin d'expliquer qu'on est brillant, qu'on est tranquille avec soi et que du coup, il y a cette capacité d'ouverture vers les autres, que ça soit dans le don, donner des choses aux autres, ou dans la réception, en recevoir, en demander, apprendre des autres personnes. Donc ça, c'est quelque chose de très central, d'où le titre de mon dernier livre. Ça a étonné les gens, c'est S'estimer et s'oublier. Et donc, c'était un peu, tu parlais tout à l'heure d'Imparfaits, libres et heureux. Imparfaits, libres et heureux, c'était un titre que mon éditrice, Odile Jacob, n'aimait pas trop. Elle me disait, mais Christophe, un titre de livre avec le mot imparfait, les gens, ils n'ont pas envie d'être imparfaits. Ils veulent être parfaits. Libre, heureux, très bien, parfait, impeccable, mais imparfait. Et j'ai tenu bon, j'ai dit, non, non, Odile, les gens sont imparfaits, ils le savent, et je veux qu'ils fassent la paix avec ça, qu'ils ne s'emmerdent pas à courir après la perfection. C'est épuisant, c'est impossible, et c'est pas la voie. Donc, je veux qu'on reste avec ce titre. Donc, après un peu de bagarre, elle a cédé. Et ça a été une bonne idée. Et s'estimer et s'oublier, je ne sais pas si c'est une aussi bonne idée, mais je suis persuadé, et là aussi elle me disait, s'oublier. Ben non, les gens, ils ne veulent pas s'oublier, justement, ils sont de plus en plus narcissiques. Bon, mais je vais répondre à ta question sur pourquoi il y a une épidémie. Je te fais confiance. Je lui disais, oui, mais c'est la direction que je voudrais leur montrer. Je voudrais leur rappeler à quel point c'est important de s'estimer. Le livre ne s'appelle pas « Oubliez-vous » ou « S'oublier », il s'appelle « S'estimer » et s'oublier, mais que le but de l'estime de soi, c'est pas le matin de se regarder dans la glace et de se dire « je suis formidable ». Qu'est-ce que je suis quelqu'un de bien. Voilà. On s'en fout de ça, ça n'a aucun intérêt. Le but de l'estime de soi, c'est d'être bien avec soi-même pour pouvoir justement voyager dans nos vies tranquillement, voyager léger, sans être encombré par des angoisses sur notre ego. Est-ce qu'on me méprise ou est-ce qu'on m'admire? Est-ce qu'on va m'écouter ou est-ce qu'on va me critiquer? Tout ça, il faut faire le boulot par rapport à tout ça. Mais une fois que ce boulot est fait, on est tranquille. Pourquoi il y a une épidémie de narcissisme? Il y a plein d'explications. On verra tout à l'heure dans les explications sur les causes des maladies ou des phénomènes problématiques en matière de santé. Il y a rarement une seule explication. C'est souvent ce on a un mot technique pour dire ça, c'est multifactoriel. Il y a plusieurs facteurs qui s'ajoutent et qui produisent un effet observable, significatif. L'épidémie de narcissisme, on l'a mesurée. Donc le fait que notre époque fabrique de plus en plus de personnes narcissiques, donc ça, on a plusieurs travaux, notamment des travaux sur les promotions d'étudiants dans les universités nord-américaines. C'est des universités qui font passer des questionnaires anonymes à chaque promo d'étudiants depuis 20 ans, 30 ans. Et donc, on ne sait pas qui a répondu, mais on voit quels sont les scores qui bougent. Et en gros, les tendances lourdes, c'est que ce qui bouge beaucoup, c'est les scores d'anxiété. On a des jeunes de plus en plus anxieux, mais ces jeunes seront les adultes, les citoyens de demain, le sont déjà. Et un nombre très important d'entre eux est narcissique, c'est-à-dire à des questions comme est-ce que vous pensez avoir plus de valeur que les autres? Dit oui, effectivement, je le pense, enfin des trucs comme ça.